Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment contourner l'erreur VMrun sur le VMware Player dans GNS3. Alors au passage on va voir comment créer un serveur avec une petite contrainte, mais vous allez voir qu'en contrepartie vous ne pourrez plus vous en passer. Dans des vidéos précédentes on avait vu l'installation, la configuration de base de GNS3, et puis on avait vu comment améliorer le système avec les appliances, avec la communication au travers d'une VM GNS3. Et là j'avais expliqué que VirtualBox c'était bien, mais c'était un petit peu lent. Le VMware Player ou VMware Workstation était quand même bien plus rapide, mais avec ce problème de VMrun. Alors le VMrun c'est le programme qui permet de gérer VMware, aussi bien le Workstation que le VMware Player. Par contre, avec le Workstation, VMrun est installé automatiquement. Sur un VMware Player, il faudra installer le programme VIX. Et là, on avait vu que le programme VIX, c'est pas très facile. Mais avec l'idée de faire un serveur, et on va voir justement qu'avec le serveur, on n'a pas besoin de VIX, puisque c'est vous qui allez gérer les démarrages et les arrêts de votre serveur. Donc on avait déjà vu GNS3 dans des vidéos précédentes. Donc là j'ai déjà téléchargé ma VM GNS3 et je n'ai plus qu'à double-cliquer sur mon fichier OVA ou sinon le décompresser. Donc là ça va dépendre justement comment sont associés vos fichiers OVA. Ou sinon vous pouvez tout simplement, une fois que vous l'avez décompressé, l'importer dans votre VMware Player. Donc jusque là c'est très classique. Après le téléchargement, l'importation de la machine, ça dépendra toujours de votre matériel, de vos connexions, des performances de vos machines. Et quand ma VM va être importée, donc quand elle va être créée dans mon VMware Player, elle va démarrer automatiquement. Alors on va attendre quelques secondes, à quelques dizaines de secondes. Donc là c'est le premier démarrage. Le premier démarrage, il faut quand même que notre VM, comme c'est un Ubuntu, prenne en compte le matériel à proprement parler. Alors on va voir que quand elle va démarrer sur l'interface Ethernet locale. Donc à partir de là, elle va pas avoir une IP qui va être la même que celle de votre réseau, ça va être une IP locale propre au réseau local de votre VMware Player. Alors bien sûr on pourrait y accéder puisqu'il nous dit qu'on peut y accéder avec HTTP, l'adresse IP et le port 80, donc un accès direct dessus. Mais pour faire ça, comme on est sur une IP locale, sur une carte réseau locale, il faudrait bricoler la VM. Donc là c'est pas vraiment le bon plan. Et puis en plus, faut pas oublier, sur VMware Player, le réseau est quand même pas très facile à gérer. Donc là je vais arrêter tout simplement la VM. Donc je vais passer par le menu avancé et puis faire un arrêt. Et là je vais pouvoir relancer mon VMware Player. Donc en lançant mon VMware Player, je vais avoir accès à ma VM et je vais aller éditer ma VM. Donc pour ça je vais sélectionner la VM et je vais aller cliquer sur éditer le matériel. Et là tout simplement je vais modifier la carte réseau et je vais la mettre en bridge. Donc en réalité je vais la mettre pour qu'elle soit connectée directement à la carte réseau réelle de ma machine, donc de ma machine hôte. Et je vais tout simplement redémarrer ma VM. Donc là on voit que quand ma VM va démarrer, de toute façon elle va démarrer au bout de quelques secondes, non plus sur une IP locale comme tout à l'heure, mais cette fois elle va avoir une IP qui correspond à mon réseau réel. Et là justement on peut encore aller plus loin, puisque bon, maintenant que ma machine est créée, elle est sur mon réseau réel, je peux aussi modifier mon réseau de manière à ce que je lui mette une IP fixe. Parce qu'on sait très bien que si vous démarrez plusieurs fois la machine, il se peut très bien qu'elle va changer d'adresse IP entre deux démarrages. Donc j'ai cliqué sur OK,
et je vais aller choisir Network pour modifier mon réseau. Donc au moment où je clique sur Network, il va me dire que, eh bien, je vais avoir un message qui me dit que ma machine va rebooter à la fin. C'est pas vraiment un problème. Et là on peut modifier les cartes. Donc pour pouvoir modifier les cartes, on va tout simplement décommenter. Donc là actuellement il est en DHCP, on va pouvoir la passer en IP fixe. Donc là justement, c'est l'idée, c'est de la mettre sur une IP fixe. Et tant qu'à faire, eh bien on va mettre la même adresse IP que celle qu'il a actuellement. Ça évitera les conflits. On peut lui mettre la passerelle, les DNS. Alors si vous les connaissez, eh bien vous mettez directement la passerelle et les DNS. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez toujours passer sur votre machine réelle, donc sur la machine hôte, dans les paramètres Ethernet. Et là, allez voir dans le statut de la carte. Et là, vous allez retrouver les informations nécessaires. Donc là, vous allez retrouver la passerelle et les DNS qui sont utilisés pour votre réseau. Mais bon, ça dépend de réseau et je vais pas rentrer là-dedans, ça c'est un autre tuto. Et alors on peut aussi mettre d'autres cartes sur la VM, où vous avez, comme là, d'autres cartes aussi sur la VM, et là on ne les voit pas dans notre fichier de configuration, on les voit pas parce qu'en réalité, GNS3 utilise Netplan et Netplan peut utiliser d'autres fichiers de configuration, par exemple des fichiers de configuration par défaut pour les cartes. Donc si vous êtes suffisamment à l'aise avec Netplan, vous pouvez aussi le faire par le shell et puis modifier les fichiers de Netplan suivant vos besoins. Alors justement, si on utilise Netplan, on n'aura pas forcément besoin de rebooter la machine. Donc là, je vais quand même laisser le système rebooter puisque de toute façon, je suis passé par le fichier de configuration de GNS3, de ma VM GNS3. Et puis, quand ma machine va être redémarrée, comme j'ai mis la même adresse IP que celle qu'il y avait avant, pour nous, on devrait rien voir de changé. Alors si jamais vous avez des doutes, parce que vous avez modifié quand même l'adresse IP, vous l'avez mis en fixe avec la passerelle et les DNS, donc si vous avez des doutes, vous pouvez quand même aller un petit peu plus loin et puis aller dans le test de connexion internet qu'on aura dans les paramètres avancés. Et là on met Google et on attend tout simplement qu'il nous dise ok, la connexion s'est faite vers Google. Et je vais pouvoir revenir sur mon GNS3. Alors justement, on peut attendre ou pas, quand j'ai redémarré mon GNS3, que mon serveur local soit disponible. Alors sinon, on peut passer directement dans les préférences. De toute façon, le serveur local, on va plus l'utiliser puisqu'on va utiliser maintenant notre VM GNS3 comme serveur. Donc je vais aller dans les préférences. Dans les préférences, je vais aller en serveur et je vais décocher tout simplement l'utilisation de mon serveur local. Quand je vais décocher l'utilisation de mon serveur local, il va me demander l'adresse IP de mon serveur. Parce que de toute façon, j'utilise plus ma machine locale. Donc je vais utiliser une machine distante. Comme j'utilise une machine distante, il va me demander l'adresse IP ou le nom de votre machine. Alors c'est quand même préférable de mettre l'adresse IP parce que les DNS ne fonctionnent pas toujours sur les box comme il faut. Il va me demander le port, donc le port c'est celui qui est indiqué dans ma VM GNS3. Par défaut c'est le 80, mais vous allez voir que souvent on nous propose le 3080. Donc ça il faut quand même faire attention. Et justement dans les remote serveurs, donc dans l'onglet remote server, souvent quand on ajoute des serveurs, par défaut il est en 3080. Donc il faut juste faire attention de bien mettre le port. Je vais fermer les préférences. Alors souvent on vous dit qu'il est préférable d'appliquer avant de fermer. J'ai jamais vraiment vu de différence, mais on peut très bien appliquer ou fermer directement les préférences. Et là je vais créer un nouveau projet. Alors on voit que là on n'a plus ce problème de communication avec le serveur local. La connexion est quasiment instantanée. En fait, c'est juste le temps qu'il se connecte sur le port 80 de mon serveur.
Et là je vais pouvoir ajouter des templates. Alors là on l'a déjà vu, on l'a vu dans des vidéos précédentes. Donc là je vais prendre un template très simple. Je vais prendre un Docker Ubuntu. Alors je prends pas un Docker Ubuntu parce que mon serveur est plus lent. C'est tout simplement parce que ça va être plus rapide pour pouvoir faire mes démonstrations justement dans cette vidéo. Donc je vais mettre mon Ubuntu. Je mets mon Ubuntu, donc mon template, dans ma topologie. Donc forcément, comme c'est un Docker, il va falloir le télécharger la première fois. Et puis, je vais aller, une fois que mon Ubuntu sera dans ma topologie, je vais pouvoir aller dans mes préférences de réseau. Je vais modifier les préférences de réseau, mais ça j'en ai déjà parlé. Et on n'est plus déjà dans de l'utilisation du serveur, on est déjà dans de l'utilisation classique des templates et puis de notre GNS3. Et je vais le lancer. Alors forcément, bon, là je viens de cliquer sur le mettre en pause, donc forcément je vais avoir une erreur. Donc là, effectivement, l'idée c'est quand même de le lancer. Donc je lance et je continue. Alors là, c'est quasiment la même chose que d'habitude, sauf que c'est mon VMware Player qui va tout gérer. Tout est stocké sur le serveur, y compris le projet. Si on regarde de plus près le projet, on voit que de toute façon, il est bien stocké sur mon VMware Player. Donc il est stocké dans ma VM GNS3. Et là, ça évite d'avoir des fichiers un petit peu partout. Donc la seule chose qui vous reste à vous soucier, c'est de votre VM. Alors attention quand même à la VM, elle va très vite prendre de la place puisque la machine que vous allez utiliser, si vous mettez un template là sur un Docker, ça va pas prendre beaucoup de place, ça va prendre quelques dizaines voire quelques centaines de mégas. Mais quand vous allez utiliser des machines QEMU, quand vous allez installer des choses dans vos machines QEMU, forcément la taille va être conséquente à ce que vous lui avez mis. Alors bien sûr, on a toujours la possibilité d'utiliser la fonction shrink qu'on va retrouver toujours dans le menu de ma VM pour diminuer la taille. En fait, c'est pas pour diminuer la taille, c'est pour récupérer l'espace libre. Mais bon, après, il faudra quand même aller faire quelques recherches et un petit peu quelques essais personnels. Donc je lance mon conteneur. Là visiblement j'ai eu une erreur en réseau que je vais aller corriger. Alors j'avais mis tout simplement la ligne DHCP. Je l'avais décommenté alors qu'en réalité ce n'est pas un paramètre, ce n'est qu'un commentaire. Et je vais relancer mon conteneur. Alors justement, je l'ai expliqué tout à l'heure, si je regarde de plus près dans mes projets, on voit où il est stocké. On voit que le projet est bien stocké sur mon serveur, il n'est pas stocké sur ma machine réelle. Donc c'est fini d'avoir des fichiers dans tous les sens. Alors c'est pareil, si vous rajoutez des templates, si vous rajoutez des images Dynamips ou des images QEMU, tout ça c'est stocké dans votre VM et il le gère automatiquement. Alors après vous verrez qu'on peut aussi utiliser des serveurs en remote. Alors là on aura notre serveur principal et puis d'autres serveurs et c'est votre serveur principal qui ira gérer les serveurs distants. Donc là c'est quand même pour des topologies un petit peu plus grosses. Alors là c'est pareil, si vous voulez utiliser des serveurs distants ou voire plusieurs serveurs, là à vous de faire les essais. Mais vous verrez que de toute façon le principe est le même. On crée notre machine, on lui met une IP fixe locale et non plus une IP fixe sur la carte locale, donc une IP fixe sur votre réseau courant. Et à partir de là, vous pourrez rajouter tous les serveurs que vous voulez au niveau d'un même serveur. Et c'est lui qui gérera où est-ce que vous voulez mettre vos machines ou mettre vos templates. Mais là c'est pareil, c'est ce que je disais. Il faut quand même faire les essais, on peut pas tout voir dans une simple vidéo. Donc cette fois on va arrêter GNS3 et on va aller un petit peu plus loin. Donc on va voir si on édite la machine qu'on est limité en CPU.
Vous pouvez même aller voir, pour les plus curieux, qu'on est actuellement sur une version VMware 9. Alors que, pour moi, actuellement, je suis sur un VMware Player 15. Donc forcément, le VMware Player 15 propose plus d'options, en tout cas des options qui sont un petit peu plus importantes que ce qu'on a sur un VMware 9. Donc si on est à l'aise, on va pouvoir créer une machine Ubuntu et récupérer notre système pour avoir quelque chose qui va être plus à jour. Donc je vais créer une nouvelle machine Ubuntu. Donc là, comme c'est une Ubuntu, j'aurai la dernière version, j'aurai toutes les options, le nombre de cœurs possible, la RAM et tout ce qui va derrière. Je vais prendre une Ubuntu 64 et puis là je vais lui mettre le nom. Alors là, le nom, c'est à vous de voir. Moi je vais mettre Ubuntu GNS3 pour pas la confondre avec ma VM GNS3. J'ajoute le disque, de toute façon j'ai pas le choix, mais de toute façon je vais l'enlever après. Alors je me soucie pas du disque, je vais quand même le laisser sur un seul fichier, comme ça j'aurai qu'un seul fichier à supprimer de ma machine réelle. Quand ma VM va être terminée, quand elle va être créée, je vais l'éditer et là je vais pouvoir modifier la RAM, le nombre de cœurs. Donc par exemple ici on voit que maintenant je peux mettre 16 cœurs. Alors la VM est quand même limitée à votre machine réelle. Si j'ai que 8 cœurs sur ma machine réelle, je pourrais pas en mettre celle sur ma VM. Je suis limité aussi en RAM. Alors avec le VMware Player, on est limité sensiblement à un maximum de 1,5 fois la RAM que vous avez sur votre machine. Alors bien sûr, il faut aussi que je rajoute ma deuxième carte réseau, puisque ma machine a 2 cartes réseau. Pourquoi pas une troisième si vous voulez en rajouter une troisième. Vous pouvez aussi supprimer ce qui est inutile, comme l'imprimante, la carte son, les ports USB ou le CD-ROM. Bien sûr, plus votre machine sera léger, plus elle sera rapide. Bien sûr, une fois que j'ai rajouté les cartes réseau, je vais les configurer. Une en bridge, une en NAT, une en host only. Là, ça dépendra de toute façon de ce que vous voulez. D'une manière ou d'une autre, il nous faudra au moins une en bridge et au moins une en NAT. Alors comme c'est une machine perso, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Justement, avec tous les avantages qu'on aura sur les différentes topologies après. Alors maintenant que j'ai ma machine de base, je vais pouvoir ajouter un disque. Donc là on va pas prendre un nouveau disque, mais on va prendre un disque existant. Et l'idée va être d'aller chercher ce que j'ai sur ma VM. Donc là je vais me retrouver dans mes documents, dans mes machines virtuelles, mais après ça va dépendre de là où vous avez mis vos différentes machines. Et puis je vais aller chercher le disque de ma deuxième machine, donc celle d'origine. Alors justement vous pouvez le faire comme vous le voulez. Moi ce que je vais faire, je vais déplacer le disque qui est dans ma VM GNS3 pour le mettre dans mon serveur, la machine que je viens de créer. Donc là je vais faire un couper-coller de ma VM GNS3 vers mon Ubuntu. Vous pourriez très bien passer par le gestionnaire de fichiers, vous le faites comme vous le sentez. Quand je vais importer mon disque, je vais devoir le convertir. Alors c'est pas obligatoire, on va pas gagner grand chose, mais c'est quand même plus propre d'avoir un disque qui correspond à la version de la VM. Mais vous n'y gagnerez rien, vous pouvez très bien le laisser comme il est là. Et je vais recommencer la même chose avec mon deuxième disque dur. Donc là je vais pas expliquer, je vais aller beaucoup plus vite, de toute façon c'est la même manip. Je vais faire un copier-coller de mon disque pour le mettre avec mon Ubuntu. Et puis je vais tout simplement l'importer derrière avec la modification. Et puis tant qu'à faire, tant que je suis là, je vais aussi supprimer le disque de 20 Go que j'ai créé tout à l'heure. Parce que de toute façon il est complètement inutile. Mais encore une fois, ça dépend si vous êtes à l'aise. Vous pouvez aussi le faire plus tard. Alors là quand j'aurai mis mes deux disques, je vais pas tout de suite voir la capacité des deux disques que j'ai rajoutés. Si vous voulez les voir, si vous voulez voir
la capacité des disques qui ont été mis par exemple, ou la validation des disques, il faudra quitter Settings et y revenir. Mais bon, en réalité c'est pas très important, ce n'est que des disques et c'est des disques qui viennent de ma VM. Donc je sais ce qu'il y avait dedans. Et quand c'est fait, je vais pouvoir démarrer ma VM. Alors il arrive des fois que lorsqu'on redémarre la VM, comme quand j'ai créé mon Ubuntu tout à l'heure, il m'a mis un port SATA. Et bien des fois on peut avoir un message qui vous dit qu'il n'arrive pas à se connecter sur le port SATA. Normal parce que de toute façon j'ai retiré le disque, donc je me retrouve avec un port SATA qui ne sert plus à rien. En plus, j'ai supprimé mon DVD, donc là il n'y a vraiment plus rien qui tourne en SATA. C'est pas grave, vous pouvez soit lui dire effectivement de rechercher, ou vous pouvez tout simplement lui dire non, c'est pas la peine de rechercher, je l'utilise plus. La machine va démarrer, donc la première fois qu'elle va démarrer, c'est quand même un petit peu plus long que d'habitude. On peut aussi avoir le message avec les tools qui nous dit que ben voilà, on va télécharger les tools pour la machine virtuelle si vous voulez mettre à jour automatiquement les tools sur la machine. Là c'est pareil, je vais pas les télécharger ici parce que c'est pour de la démo, donc je vais les laisser comme ça. Mais vous pouvez aussi sur votre machine tout télécharger, c'est quand même plus pratique. De toute façon, quand on fait des VM, régulièrement on installe les tools, donc ça évitera d'avoir à télécharger à chaque fois que vous créez une nouvelle VM. Alors comme j'avais une IP fixe, même si l'adresse MAC a changé, ben en réalité, ma machine qui va redémarrer avec la même adresse IP que tout à l'heure. Donc j'ai rien à faire de particulier, de toute façon mon serveur aura toujours la même adresse IP. Donc on aura les mêmes possibilités de modification de toute façon sur l'adresse IP si vous le voulez. Quand c'est fait, je vais pouvoir lancer mon GNS3. Donc là, premier lancement, il n'y a pas tout à fait le même temps de réponse. Bon, en même temps, il faut dire que on reprend le même machine que tout à l'heure, sauf que bon, le chemin est un petit peu différent puisque l'adresse MAC a pu changer entre les deux. Donc forcément, il va mettre un petit peu plus de temps. Et c'est vraiment juste la première fois, c'est pour pouvoir réaligner par rapport à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc comme j'avais dit, les serveurs sont stock les projets, dessus on va stocker les différentes images. Donc forcément, quand ma machine sera redémarrée, quand j'aurai accès à mon serveur, je vais retrouver de toute façon mon projet. Donc on voit qu'il n'y a rien de changé. Par contre, cette fois-ci, on aura quand même un meilleur temps de réponse, justement parce qu'on a un matériel qui est à jour. Alors attention, on a un meilleur temps de réponse parce que c'est un matériel qui est à jour, mais j'ai pas dit pour autant qu'il fallait mettre à jour le système. Ça, j'en ai déjà aussi parlé dans une de mes vidéos précédentes. Attention, la version de votre VM doit correspondre à la version de votre GNS3. Donc aussi bien on a mis à jour le matériel, qu'il ne faudra pas mettre à jour la version de votre GNS3. Donc justement au début de cette vidéo j'avais parlé d'une contrainte, la contrainte c'est de démarrer et d'arrêter votre machine séparément de votre GNS3. Alors si un jour vous voulez utiliser des serveurs multiples, donc des remote serveurs, de toute façon vous serez obligé de démarrer ces serveurs pour pouvoir y accéder depuis votre GNS3. Donc d'une manière ou d'une autre, la contrainte est quand même relativement faible. Ce tutoriel était un petit peu long, mais cette fois vous avez un système qui est performant et actualisé. Alors on avait déjà commencé avec l'emploi de GNS3 et on va continuer, voire même que je vais travailler principalement sur GNS3 maintenant. Alors pour des essais, pour des tests réseau, pour de la sécurité. En plus il utilise KVM, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Et puis il utilise aussi Docker avec les adresses IP sur Docker, donc on peut très bien utiliser des machines Docker comme si c'était des machines réelles, juste avec une interface graphique en moins. Alors bien sûr,
Comme c'est du Docker, on pourrait très bien utiliser que ça. Alors avec VMware Player, cette fois vous avez un serveur en bare métal. Alors aujourd'hui je suis sur de l'utilisation et de la configuration. Et vous allez voir que justement c'est plus facile à faire avec GNS3. C'est quand même plus visuel. Alors la prochaine fois on verra un petit peu de réseau avec la configuration des routeurs et plus tard on verra encore comment améliorer notre serveur et notre système GNS3. Alors après on aura une très longue série sur le réseau. Je reviendrai sur mon pare-feu de pfSense dont j'avais parlé il y a quelques temps de ça. On verra de l'IPFire mais on reverra aussi les IPS, les IDS et justement comme on va utiliser GNS3 ça sera beaucoup plus parlant. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo, abonnez-vous à la chaîne, si vous désirez vous me retrouver, tapez juste ljpinfo dans votre navigateur, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et on se dit à bientôt.